Le bleu, le fait que ça tombe, c'est raide, c'est droit, enfin c'est mon truc et je me dis c'est ça que j'ai envie de faire quoi. Et je vois les matières, je vois comment ça tombe et puis je vois les coupes sur mes camarades de classe et certains me voient avec des trucs que je fais parce que je vais à l'école avec mes créations finalement, ouais c'est ça. Et certains me disent waouh la vache c'est sympa ce que tu fais et tout, tu pourrais pas faire la même chose sur mes jeans. Et puis là tu vois je commence à être un peu trendy, tu vois. Voilà. Et je passe du mec qui a les jeans troués à la seconde, je suis le mec un peu trendy. Vous vous apprêtez à écouter la première partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Davy Dao, j'ai 35 ans, je suis le créateur et le fondateur de la marque Dao. Davy, tu es né en France, tes parents ont immigré du Vietnam, ils sont arrivés en France dans les années 80. Alors mes parents, effectivement, ils ont immigré en France du Vietnam. Ils sont arrivés en 78, donc fin des années 70, début des années 80. Ouais. Pourquoi ils ont quitté le Vietnam ? Mes parents, ils ont quitté le Vietnam parce que, en fait, mon père a été dans l'armée, du mauvais côté, perdant. Et du coup, ma mère, en fait, il faut savoir qu'elle est aussi moitié vietnamienne, moitié française, de colon, voilà. Et du coup, ils ont pu être mis en sécurité en tant que réfugiés politiques en France. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Vietnam comme métier ? Alors mon père, en fait, avant de rejoindre l'armée, il a fait pas mal de jobs, notamment dans le bois. Il était très manuel. Et ma mère, elle était vendeuse de rue. Voilà, et elle vendait notamment des fleurs. Et ton père faisait du spectacle aussi ? Mon père, effectivement, faisait du spectacle. Alors en fait, pour comment te le décrire, c'est du théâtre, en fait. Donc tu es sur scène, ils sont à plusieurs, ça raconte des histoires plutôt comiques. Souvent c'est des hommes qui se déguisent en femmes, maquillés, habillés sur scène, et donc ça raconte des histoires du Vietnam et des scénettes de la vie de tous les jours. Donc là, tes parents arrivent en France, sont réfugiés politiques, ils ont ce statut d'asile. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'installent où ? Alors en fait, lorsque mes parents ils arrivent en France, ils arrivent déjà à Paris. Ensuite, ils font tous leurs papiers à Paris. Ensuite, ils vont à Reims. Là, ils s'installent quelques mois et en fait, mon père trouve un job à Troyes parce que un de ses amis avait trouvé quelque chose. Il lui a dit écoute, viens. Et quand tu t'es déraciné de ton pays et que tu arrives dans un autre pays, forcément, tu te rapproches des personnes que tu connaissais déjà, en fait. Et donc, mon père a eu un job en fait du côté de Troyes. Et c'est là où on s'est installé, c'est là où moi je suis né, jusqu'à mes 18 ans. Et ma mère s'est occupée de nous à la maison, et voilà. Ton père, il a un job de quoi et est-ce qu'il parle français ? Alors mon père, à la fin de sa vie, parlait français toujours avec un accent. Ma mère, pas du tout. Elle comprend naturellement parce qu'à force de côtoyer des Français tout le temps, naturellement ça vient. Mais c'était pas sa langue préférée pour ma maman. Et mon père, en fait, il travaillait pour un équipementier automobile. Il était sur la chaîne, il était en bout de chaîne, il mettait en fait des pièces auto dans les cartons avant expédition. Tu es né à Troyes, famille nombreuse, 8 enfants, toi t'es le combien ? Alors effectivement, dans ma famille, on est 8, 4 frères, 4 sœurs. Et moi, je suis le 6e ou le 3e en partant de la fin. Donc là, c'est à Troyes, ça se passe comment ? C'est quoi l'ambiance à la maison ? L'ambiance à la maison, en fait, on habite dans une maison qui est coincée entre la ville et le quartier. Donc je connais un peu les deux, avec quartier, avec malheureusement les stéréotypes qu'on peut avoir. Et la ville, pareil, avec tous les imprimeries de la ville. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je navigue entre ces deux eaux, tu vois. Et chez moi, on est 8, on est plutôt serré. Il n'y a pas vraiment de place pour parler ni pour jouer tranquillement. Donc c'est vrai que j'invite pas beaucoup de potes à la maison. Tu vois, je vais souvent chez les uns, chez les autres. Et voilà un peu comment ça se passe. C'est dur parce qu'il y a des moments donnés, tu sais, quand t'es 8,
il n'y a que ton père qui travaille, voilà, la chaudière tombe en panne, pendant quelques temps tu vas te laver à la casserole. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans certaines familles. Surtout que voilà, on est 8 et puis c'était un peu système D, quoi. Tu parles le vietnamien? Je parle vietnamien, ouais. Donc ça, c'est la langue à la maison? Alors je parle vietnamien. Naturellement, mes 2 parents parlent vietnamien à la maison. Je parle aussi, j'aurais tendance à dire, je baragouine maintenant parce que ça fait un moment que je n'ai pas parlé de manière assez poussée, on va dire. Mais ouais, voilà, effectivement, c'est surtout le vietnamien qui prime chez nous. Ouais. Et ça, par rapport à l'école, sur les cours, les devoirs à la maison, c'est-à-dire que tu n'as pas de soutien? Alors pour les cours à la maison, lorsque effectivement avec cette barrière de la langue, hein, on peut dire ça comme ça, c'est quelque chose effectivement où moi personnellement je me débrouillais tout seul. Ça m'arrivait très rarement de demander à mes frères et sœurs parce qu'ils eux aussi avaient leur devoir à faire. Et non, c'est vrai qu'on généralement on se débrouillait tout seul. Par chance, je crois qu'on est plutôt bien né et que, comment dirais-je, j'ai pas eu vraiment de difficultés à l'école, à apprendre le français, ce genre de choses, l'écriture, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça rentrait plutôt bien. Donc c'est vrai que par chance, là, pour le coup, voilà, après j'adorais pas ça, mais mais il fallait le faire et je l'ai fait, donc voilà. Tu gardes un bon souvenir de l'enfance? Voilà, dans mon enfance, chez moi, oui, parce que jusqu'à 15-16 ans, voilà, j'ai de très bons souvenirs. Forcément, quand on est 8 enfants, il y a un moment donné, tu t'éclates avec tes frères et sœurs qui sont plus petits, qui sont plus grands, c'est vraiment top. Parce que voilà, là où tu n'as pas, entre guillemets, le privilège d'être que avec tes parents, de pouvoir discuter de leur vie d'avant, de leur histoire. J'ai appris très tard l'histoire de mes parents d'ailleurs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que forcément, il y a un moment donné où tu te retrouves avec tes frères et sœurs et tu lis forcément une grande complicité, c'est normal. Mais lorsque forcément tu vas à l'extérieur, l'école, la rentrée au collège en 6e, tu vois, je suis tout seul, j'ai des fringues trouées, on se moque un peu de moi. Donc à un moment donné, tu te dis, c'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Voilà, et du coup c'est vrai que et puis même je me rappellerai toujours en maternelle, tu vois, on fait les goûters, tu vois, les goûters, lorsque c'est les anniversaires, ma mère, tu vois, les gâteaux, c'était nous au Vietnam il n'y a pas de dessert, tu vois, c'est pas, tu ramènes pas un gâteau, tu vas manger. Ma mère faisait que des gâteaux au beurre, des trucs extra chargés, et puis après elle ramenait, tu vois, des fruits secs pour manger au Vietnam. Et puis le jour de mon anniversaire à la maternelle, je dis non, je peux pas le faire et tout. Et tous mes copains disaient si on va le faire. Maîtresse dit ouais, on va le faire. Donc Davy il va ramener des trucs, il va nous faire goûter des trucs du Vietnam. Puis finalement, il y a aucun de tes camarades qui aime ça. Mais voilà, c'est parce que juste ils ont pas l'habitude. Mais après les gamins, tu sais, c'est un peu bête à cet âge-là. J'aime pas, c'est pas bon. Je dis, non, c'est pas que c'est pas bon, c'est juste que tu connais pas. C'est pas pareil. Et on t'a pas introduit à ce type de nourriture, d'art culinaire, donc voilà, c'est différent. Et puis non, la primaire ça va, le collège c'est difficile. Le lycée c'est cool parce que je commence à prendre mon envol en tant que de post-ado, on va dire. Je grandis assez vite et mentalement, je veux dire. Et pour plein de raisons. Et du coup là, je commence à me construire. Moi, et puis une carapace aussi, prendre un peu de distance par rapport à ce que les gens pensent. J'ai du mal à trouver ma place au collège parce que t'as pas les bonnes fringues, tu sais pas où tu vas, c'est dur, tu vois, c'est pile poil l'âge bête en fait, c'est comme ça qu'on l'appelle, et lorsque tu sors des cases, un clou qui dépasse, t'as envie de taper dessus, quoi. Et donc moi c'était comme ça. Par rapport à tes parents qui ont quitté leur pays, où vous avez une situation où ils étaient installés, où les deux travaillaient, pouvaient aussi s'épanouir culturellement. Là, ils arrivent en France, c'est tout de suite une autre ambiance, il faut s'intégrer. Il y a la différence physique, il y a la différence de région, la culture. Ça, quand tu es petit, tu t'en prends conscience, tu le ressens quelque part ou... Cette différence de culture entre le pays de mes parents et la France, en fait, la première fois, je me suis senti différent.
c'est assez tard en fait. Alors il y a eu ces épisodes bien évidemment dont je viens de te parler, la maternelle et puis le collège. Mais la première fois, j'étais jeune en plus, je me rappelle, j'étais quand même, je crois que c'était en 6e. C'est pour ça que le collège, ça m'a marqué. Il y a un mec dans la rue que je connais pas et qui me, tu vois, c'est des termes typiquement xénophobes, racistes, appelle ça comme tu as envie, bref, peu importe. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il me renvoie en fait à ma mère me disait tout le temps, faut jamais oublier qu'on a les cheveux noirs. C'est comme ça. Et le mec m'a renvoyé à ma condition d'enfant d'immigré. Et là, je me suis dit, et je sais pas, quand on rentre en sixième, on a 12 ans, c'est ça 12 ans. Et, ouais, 12 ans, ouais. J'ai 12 ans, je me rappelle, j'ai mon sac, le mec sort du bureau de tabac, et le mec il me dit Ching Chong, tu vois, un truc comme ça. Je comprends pas, tu vois, je suis tout seul, je sais pas ce qu'il me veut ce mec-là, tu sais. Et puis moi, mes parents m'ont dit tu parles pas aux inconnus, donc je trace. Et puis ça m'a trotté, tu vois, dans ma tête. Je me suis dit, pourquoi il me dit ça, lui tu vois. Et puis, tu sais, mes parents, tu parles pas ce genre de choses, tu vois, à la maison, ni avec tes frères et sœurs. Puis je rumine ça dans ma tête et je me dis, mais pourquoi, en fait, je comprends pas. Je suis pareil, moi, que les autres. Tu vois, je parle français, je parle peut-être même mieux que lui le français, tu vois. Je suis ouvert d'esprit, voilà, je suis pas plus bête qu'un autre, pas plus intelligent qu'un autre. Et puis, pourquoi on fait ça? Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et puis là, tu te dis, ah, c'est bon, ça va, quoi. Hein, tu vois, puis voilà, quand à l'adolescence, tu parles pas, tu rentres dedans, quoi, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai fait, pour un moment donné, pour me faire un peu respecter. Mes parents l'ont jamais su, tu vois, mes parents l'ont jamais su. Et voilà, pour te faire un peu, juste, ouais, et à un moment donné, je suis pas que où tu peux taper dessus, tu peux aussi te prendre derrière des, voilà. Donc ça forge un caractère. Plutôt bagarreur du coup l'adolescence. Ouais, non, je suis un faux calme en fait. Et du coup, à un moment donné, tu vois, pensant que je suis une bonne patte, les gens ont tendance à pousser un peu le bouchon trop loin. Et puis quand c'est trop loin, ça part quoi. Voilà. Et bagarreur, non, je dirais pas bagarreur. Non, je dirais pas. Tu vois, je connais des gens, je connais des amis qui aiment ça, mais moi c'est pas trop mon truc. Je fais ça uniquement parce que c'est le dernier recours, c'est le dernier moyen. À un moment donné, bon, tu dis aux gens, tu t'arrêtes. C'est pas drôle en fait. C'est plus drôle. Tu continues. Bah écoute, tu vas t'en prendre une. Ma question portait tout à l'heure plutôt sur tes parents, eux, comment eux ils ressentaient cette différence culturelle, comment se passe leur intégration. Est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous avez conscience que pour eux, c'est un chemin pas si simple? On se rend compte du chemin que mes parents sont en train de parcourir avec l'administration, la banque. Tu vois, quand ils te demandent de lire des trucs, les impôts t'envoient, la banque t'envoie, et là tu sens qu'il y a un décalage. Quand je me rappelle, ma sœur, c'est ma sœur aînée qui faisait ça souvent. Elle avait 16-17 ans. C'est jeune, tu vois, tu te retrouves à 16-17 ans aux impôts, à expliquer que tes parents, voilà, ils sont dans cette situation-là, ou à la banque, dans cette situation-là. On comprend que là, il y a un problème. Et moi, je me rappellerai souvent d'un truc que me disait mon père. C'est que il faisait du théâtre encore en France, et on avait un karaoké à la maison. On n'avait pas grand chose, mais on avait un karaoké professionnel. Alors c'est très étrange, mais alors c'est comme ça. C'est culturel. En Asie, c'est assez courant. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, il nous disait que c'est le seul truc qui lui rappelle le pays, tu vois. Ça et la guitare, il jouait la guitare aussi. Et là, on comprenait que ça prenait tout son sens, dans le sens où effectivement, on était immergé. Chez nous, tu passais la porte, c'était plus la France, c'était autre chose. Voilà. Ou dans d'autres familles asiatiques d'ailleurs, ils arrivaient bien à mixer les deux. Chez nous, c'était pas véritablement comme ça. Pourquoi, je sais pas. Mais on sent que c'est un. Je voyais souvent, j'observais souvent mon père regarder dans le vague, un peu pareil ma mère, et je me posais toujours la question, à quoi ils doivent penser là? Je sais pas s'ils doivent penser. Et un jour, je posais la question, à quoi tu penses? Dieu, laisse tomber, tu comprendras plus tard. Et moi, je pense que à la fin, je pense que c'était ça, tu vois, cette espèce de dans le vague, de se dire j'ai envie de rentrer, et en même temps c'est compliqué, et j'ai tous mes gamins ici, tu vois, enfin et aujourd'hui, quand je suis papa, maintenant je suis papa, et je comprends totalement, tu vois, le côté déraciné, le côté on t'enlève quelque chose et tu dois reconstruire ailleurs, ils comprennent.
comprennent rien aux coutumes françaises à l'époque, tu vois. Moi, je découvre une anecdote encore, je découvre le foie gras, j'avais 15 ans, tu vois, et je suis chez mon pote Grégoire, son père est médecin, sa mère est psychologue, je suis chez eux, tiens, on va manger du foie gras, je fais ouais. Moi, il me sort ça, tu vois, pour moi, c'est de la mousse de canard, tu vois. Donc je prends le truc, je l'étale, quoi. Tout le monde me regarde, j'entends un grand silence en fait. Tiens, mets ça avec de la figue, c'est vachement bon. Ils ont pas. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et Grégoire me dit en fait, tout ça c'est pas, c'est tu coupes et tu poses. Ton papa quitte une situation au Vietnam, il travaille à l'usine en France et pourtant pas de colère et l'amour de son métier. Ouais, en fait, mon père, il travaille à l'usine. Et moi, personnellement, j'ai jamais entendu se plaindre, en fait. Et je sais pas. En fait, ce qu'il aimait, je pense, dans son métier, c'est qu'il se retrouvait avec des potes du Vietnam. Tu vois, je m'en souviens tout le temps. Alors, quand tu vois ses potes du Vietnam, ils avaient certains, mon père, lui, il avait la tête rasée, mais certains, ils avaient pris le pli, justement, parce que c'était des permanents, tu vois, des trucs, c'était assez folklore, hein, les amis de mon père. Et lui, il était très calme, toujours très posé, très sage. Et en fait, c'était juste, il avait accepté que c'était comme ça. Il avait juste accepté qu'aujourd'hui, j'ai pas envie Déjà, c'est difficile. J'ai pas envie d'ajouter des difficultés supplémentaires. Et du coup, forcément, à un moment donné, il accepte sa condition et il s'évade en faisant. Il faisait de la sculpture, il faisait beaucoup de sculptures en bois, en craie, le théâtre, le karaoké, ce genre de choses-là. Donc, tout ce qui pouvait être un petit peu, qui pouvait l'envoyer ailleurs, il le faisait. Et puis, du coup, tous ces trucs, talents un peu créatifs, il les mettait au service de son bien-être personnel. Je pense que c'était ça. Ouais. Toi, à aucun moment, tu ressens de la jalousie? Dans le sens où, quand tu fais de l'art, que ce soit de la chanson, du théâtre, tu t'exprimes vachement et à côté de ça, ton père est un taiseux où il ne te parle jamais de ses sentiments. À aucun moment, tu te dis, mais comment tu arrives à dégager autant d'émotions face à du public que tu ne connais pas et moi, ton fils, tu n'étais pas capable de me parler? En fait, par rapport à mon père, je pense que tout simplement, j'étais le premier public. Donc, tu vois, ce qu'il exprime à travers ce qu'il chante, à travers ce qu'il dit, à travers ce qu'il joue à la gratte, etc. Je le ressens comme quelque chose de extrêmement positif. Et finalement, ce que tu n'arrives pas à dire parfois par les mots, c'est peut-être même la même chose pour moi. Et par des biais qui ne sont pas forcément les bons, tu l'exprimes ailleurs. Donc, et heureusement, parce que sinon t'es une forme de cocotte minute. Et j'ai préféré que mon père fasse ça plutôt que d'entendre des histoires glauques, tu vois, sur des parents déracinés qui, à un moment donné, arrivent tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais ressenti ça comme ça. J'étais toujours très admiratif de la façon où il avait de passer d'une chose à une autre sans trop de problèmes. Famille de 8, peu de moyens, des vêtements troués, ça veut dire aussi des vêtements qu'on se repasse de frère en sœur, d'aîné en plus jeune. Et là, toi, tu vas découvrir très vite un objet formidable pour toi, la machine à coudre, alors que tu es enfant. Ouais, alors en fait, dans ma famille, comme on est 8 frères et sœurs, j'ai pas l'occasion, jeune, de porter des fringues que personne n'avait portées avant moi, neuves de préférence. Et du coup, effectivement, je récupère les jeans de mes frères, j'en ai 2 au-dessus de moi, et je les recouds sur la machine à coudre de ma mère. Et le premier, je crois que je recouds, j'avais 11 ou 12 ans, je crois, de mémoire. Donc c'est hyper tôt, tu vois. Et ma mère me posait la question de savoir qu'est-ce que tu fabriques sur ma machine. Je suis en train de faire un truc, elle me dit t'es en train de faire n'importe quoi. J'étais en train de faire n'importe quoi. Mais pour moi c'était quelque chose de pas vital, mais c'était quelque chose, je me dis bon, allez, j'ai plus envie de porter des vêtements troués maintenant. Donc tu vois, il y a déjà une force de caractère qui se dessine. Et du coup, c'est à cette époque-là que je découvre les joies de la machine à coudre. Et surtout, tu rencontres une matière, le jean, et tu deviens dingue de la matière. Du coup, par rapport au jean, naturellement, ce qui avait le plus simple à rapiécer, c'était les jeans de mes frères.
Je ne saurais plus te dire pourquoi. Pour moi, c'était plus simple en fait. Et je tombe vraiment amoureux de cette matière. J'ai 14 ans. Et on habitait à Troyes à l'époque. Et il y a un magasin d'usine. Et les jeans de marque, tu vois, c'était à l'époque en euros déjà. C'était entre 30 et 60 euros. Donc pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, entre guillemets. Et du coup, je tombe raide dingue de ce truc-là. Le bleu, le fait que ça tombe, c'est raide, c'est droit, enfin, c'est mon truc. Et je me dis, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Et je vois les matières, je vois comment ça tombe. Et puis, je vois les coupes sur mes camarades de classe. Et certains me voient avec des trucs que je fais, parce que je vais à l'école avec mes créations, finalement, ouais, c'est ça. Et certains me disent, waouh, la vache, c'est sympa ce que tu fais et tout. Tu pourrais pas faire la même chose sur mes jeans Et puis là, tu vois, je commence à être un peu trendy. Tu vois, voilà. Et je passe du mec qui a les jeans troués à la seconde, je suis le mec un peu trendy, quoi. Voilà. Tu achètes ton premier jean neuf, là c'est la révélation, tu sais que de ta vie tu feras des pantalons et des jeans. J'achète ce premier jean et je tombe en fait dedans et j'ai pas envie d'en ressortir. Et parce que voilà, c'est ma bouée, c'est mon truc véritablement. J'achète et après je commence même, tu vois, au lycée, je commence même à en faire un business. Enfin, je me rappelle aller dans les magasins d'usine, racheter des vieux jeans, des trucs à 10 balles, et puis les retaper et puis les vendre à des potes, tu vois. Et donc voilà, mais c'est vrai que et je me dis voilà, j'arrive à me faire de l'argent comme ça. Tu sais, je sais pas, au lycée, tu as 16 ans, 17 ans, tu vois. Moi, j'avais pas d'argent de poche. Les filles, tu sais, ça commence à arriver, tu vois. Et faut aller au McDo, faut aller au ciné, tu vois. Et là, à ce moment-là, c'est comme ça que je fais mes premiers billets. Et moi, à l'époque où j'allais au lycée, tous les gamins, tous leurs parents, c'était des CSP+. Moi, j'y étais pas, j'habitais juste dans le bon secteur, en fait. Et donc, voilà, mes potes Grégoire, mes potes Thomas, tout ça, je leur vendais des jeans. Là, dans les années collège, lycée, est-ce que toi, tu as déjà une projection de toi, professionnellement parlant ? Grave. J'ai une projection de moi à cette époque-là qui est assez claire, en fait. C'est assez étrange, mais aujourd'hui, tu vois, quand je vois des gamins qui avaient mon âge à l'époque, 13, 14, 15 ans, tu les vois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, je savais qu'à 14 ans, le jour où j'ai acheté mon premier jean neuf et trop grand, j'étais 14 ans, je savais que ça allait être ça. Tu vois, et je m'étais inscrit dans ça dans ma tête, je me dis c'est ça que tu vas faire. Tu vas faire des pantalons, tu vas créer une marque, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'est-à-dire créer une entreprise, avoir un comptable, etc. Et alors ça veut dire qu'aux rentrées scolaires suivantes, sur la petite fiche qu'on doit remplir, mon métier plus tard, ce que je veux faire, tu mettais quoi ? Alors sur la petite fiche en fait de la rentrée scolaire, à chaque fois effectivement il y a la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard parce qu'ils veulent déjà t'orienter. En 5e, je ne sais même pas si je l'ai encore ce truc-là, et je mettais couturier, créateur. Voilà, c'était ça, couturier créateur. Voilà, c'est ça que je mettais. Pour continuer sur la partie perso, tu perds ton papa très tôt ? Ouais. Et alors je perds mon papa, je venais d'avoir 18 ans et je venais d'avoir mon bac. Et difficile, bien évidemment. À 18 ans, quand t'as un mec, tu finis de te construire avec l'image de ton père, tu te projettes, je crois que c'est comme ça que ça se fait. Moi, c'est un peu comme ça que, tu vois, je te disais tout à l'heure, j'étais admiratif, je me dis, voilà, comme il fait et tout. Et en fait, forcément, à un moment donné, tu coupes un truc. Et le seul truc, entre guillemets, ma bouée de sauvetage dans tout ça, c'était ce que j'avais envie de faire plus tard. Et c'est comme ça, c'est avec ça que je me suis construit et voilà. Et c'est vrai que ça m'a à la fois poussé à le faire parce que mon père est décédé, il n'avait pas encore 60 ans, il avait 59, ouais c'est ça. Et du coup je me dis c'est pas 59, c'est pas vieux, tu vois. Et je me dis la vie est courte et j'en parlais hier, tous les matins quand je me lève, je me regarde dans la glace, je me dis si tout à l'heure tu te fais écraser par un bus parce que tu as ton téléphone ou quoi que ce soit, est-ce que tu es content de ta vie ? Et j'en parlais encore il n'y a pas longtemps, je dis ouais, je suis hyper content de la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant, juste avant d'être... voilà. Mais ouais, je suis hyper content de la vie que j'ai. Je trouve que malgré tout ça, j'ai travaillé pour avoir la chance de faire ce que je fais aujourd'hui.
ton papa, c'est une mort brutale. Ça veut dire, est-ce qu'à ce moment-là, ça te fait naître aussi ce sentiment de fébrilité de la vie, que tout peut partir comme ça? Mon père, en fait, il est parti. D'abord, il est tombé malade. Donc, si tu veux, tu dis, bon, mon père est encore là et j'en profite. La première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ça s'est passé en 3 semaines, même pas 2 semaines, je crois, je sais plus. Et c'était à Noël, en fait. C'était juste après Noël. Et puis, il est décédé quasiment 3 semaines plus tard. Et du coup, tu te dis effectivement, mais moi je me disais avant même ça que bah ouais, ça tient à rien en fait. En vérité, tu fais un mauvais pas, tu te retrouves dans une situation compliquée et puis boum, quoi, ça tombe. Et il y a cette urgence aussi, j'avais faim, tu vois, d'y aller, d'en découdre avec la vie, tu vois. Pas parce qu'elle m'avait pris mon père, mais parce que j'avais envie de me réaliser, tu vois, personnellement, et de savoir qu'est-ce que m'avait laissé mon papa, tu vois, en héritage, tu vois, dans quel bois j'ai été taillé, quoi. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.